Hello, hello! Aujourd'hui, on va faire un tour ensemble du guide par rapport aux 10 meilleurs ETF que nous on estime être sur les 5 prochaines années pour vraiment bien les comprendre, les passer en revue. Je vais également rajouter quelques commentaires, comme ça vous permettra d'aller un cran plus loin pour ceux que ça intéresse. Donc voilà. Alors, très rapidement, j'insiste, hein, savoir ce que c'est que les ETF, c'est bien, mais les comprendre, c'est mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ce guide-là, vous saurez également comment lire un nouvel ETF qui se présente à vous pour vous faire un avis. Bref, vous allez monter en autonomie par rapport à ça. Pour information, des guides comme celui-là, on en publie régulièrement, que ce soit en vidéo, comme ce qu'on fait là, ou également sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Docteur-Patrimoine sur Instagram et également à s'abonner sur cette chaîne YouTube. Comme ça, vous serez avertis des prochains guides qui pourront être peut-être sur l'immobilier, sur autre chose. Ok. Bon, très important. Déjà, je vais vous faire un petit disclaimer. J'insiste, si vous cherchez à investir, en général, on se fait un petit peu bombarder de solutions miracles, des gens qui vont vous brandir des solutions toutes faites. Faites absolument de l'immobilier, faites absolument de la colocation, faites absolument du trading, faites absolument des ETF. Bref, peu importe. Sachez que lorsque vous voulez investir, ça veut dire que vous avez de l'argent, que vous voulez vous en constituer, et donc forcément, ça attire la convoitise des gens. Donc le but, c'est vraiment on va dire, d'éveiller un petit peu votre méfiance par rapport à tout ça, notamment quand les gens vont vous dire attention, cette solution fonctionne pour tout le monde. Attention avec ça. Parce que aujourd'hui, votre situation, c'est pas celle de votre voisin, c'est pas celle de votre mère, c'est pas celle de votre frère ou de votre collègue. Donc ça veut dire que vu que vos vies sont différentes, vos moyens sont différents, vos objectifs sont différents, le temps que vous avez à y donner est différent, votre appétence au risque est différente, vos compétences sont différentes, bref, tout est différent. Donc des solutions qui fonctionnent pour tout le monde, cela n'existe pas. Là, on va parler d'ETF aujourd'hui. Je ne dis pas que la solution des ETF est faite pour vous. J'en sais rien. Je ne connais pas votre situation. C'est d'ailleurs pour ça que tout ce que je vous dis là n'est pas un conseil personnel en investissement que je vous fais, parce que je ne vous connais pas. Donc là, le but, c'est vraiment de vous brosser ça, de comprendre un petit peu que sont les ETF, lesquels fonctionnent a priori bien, comment ça marche, de façon à ce que vous puissiez vous faire votre avis, tout simplement. Donc il faut vraiment avoir ça en tête. Voilà. Donc j'insiste, hein, le but c'est vous permettre de vous faire votre avis et de considérer les ETF pour voir si c'est une solution adaptée pour vous. Donc vu que je ne vous connais pas, ce n'est clairement pas un conseil en investissement individuel parce que je ne connais pas vos objectifs, je ne connais pas votre vie. Voilà. Et il faut savoir que là, bien sûr, on va parler des performances passées qui pour le coup sont quand même très robustes. Après, personne n'a de boule de cristal, donc pour l'avenir, on ne sait pas trop. Mais c'est bien quand même de se reposer sur le passé parce qu'il faut bien partir de quelque part. Donc voilà. Alors, on va déjà voir pourquoi les ETF sont une opportunité, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est en détail, puis on va vraiment les comprendre. On va chercher ensuite à avoir les 4 critères de choix d'un ETF. Et ensuite, je vous fais une sélection de 10. On va ensuite se concentrer sur les ETF Bitcoin et puis les éventuelles prochaines étapes. Donc c'est assez dense. Ok. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les ETF, oui, peuvent être une opportunité. Ah, j'ai ma montre qui sonne, c'est bon. Les ETF peuvent être une opportunité, mais attention, prenez de la hauteur par rapport à ça. Parce que lorsqu'on va commencer à investir, souvent les gens, quand ils se sentent motivés pour investir, eh bien c'est grisant. Vous avez un sentiment qui est vraiment inarrêtable, et puis d'un autre côté, c'est stressant. Qu'est-ce que je vais faire si jamais je fais une erreur? Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les risques que je prends? C'est difficile de se faire un avis autour de tout ça. Et c'est pour ça que les ETF sont un formidable outil pour avoir un peu de sérénité autour de l'investissement, parce qu'ils sont simples. Et c'est vrai qu'en investissement, on a tendance à se dire, pour avoir de la rentabilité, pour avoir des rendements intéressants, je vais chercher des choses compliquées. C'est pas vrai, c'est un a priori. Parce que dans notre tête, on se dit tout le temps, si c'était si simple, tout le monde le ferait, donc il faut que je fasse des choses qui sont pas simples pour être rentable. C'est faux. Globalement, les ETF, il faut imaginer ça comme un moyen d'investir dans des actifs du monde entier en une fois. Donc ça permet d'être profondément diversifié. C'est accessible avec un tout petit budget, donc ça permet de se faire la main en prenant un risque minimum, puisqu'on peut y aller avec quelques dizaines d'euros. Ça peut être très rapide. Aujourd'hui, une bonne stratégie d'ETS, ça vous prend quelques minutes par mois à quelques minutes par an, pas plus. Les frais sont ridicules.
et vous êtes diversifié. Alors pourquoi les frais sont ridicules? C'est parce qu'il faut voir les ETF comme un panier, on va y revenir, dans lequel on va mettre plein d'actifs. Et donc ça veut dire que si je vous donne par exemple un ETF, je sais pas, CAC 40, pour le CAC 40 français, qui est les 40 plus grosses entreprises françaises, eh bien si jamais vous vouliez avoir du CAC 40, eh bien, il faudrait acheter 40 actions. Là, l'ETF vous permet de faire ça en une fois, donc de gérer une seule ligne au lieu de 40, en payant des frais qu'une seule fois au lieu de 40 fois. Mais bon, on va voir ça un petit peu après. Ok? Donc j'insiste, hein, on ne fait pas du trading en espérant un gain qui n'arrivera jamais quand on fait de l'investissement dans les ETF. On a une logique d'investisseur, c'est-à-dire qu'un investisseur, c'est quelqu'un qui va gagner de l'argent en parallèle de son activité professionnelle et de ses activités personnelles. Ça veut dire que le but, c'est pas de vous créer un deuxième métier parce que ça marche pas. Le but, c'est d'avoir des choses qui sont maîtrisées, qui sont connues, qui ont une certaine prédictibilité, parce qu'on ne cherche pas le gain exceptionnel qui va arriver une fois dans une vie et qui souvent n'arrive jamais. On n'est pas au casino, on cherche des choses qui ont fait leur preuve. Donc les ETF, c'est vraiment ça. Hein. C'est si vous cherchez des moyens d'investir par des outils qui ont fait leur preuve, qui vous permettent de gérer ça avec peu de temps parce que vous avez une vie bien chargée en ayant des rendements intéressants, alors oui, les ETF sont potentiellement faits pour vous. Ok. Alors, en quoi c'est intéressant? Il faut savoir que les ETF, par exemple, on peut le faire de plein de façons, mais il faut être conscient des rendements. Aujourd'hui, en France, l'assurance vie, c'est le placement préféré des Français. Alors, l'assurance vie, d'ailleurs, n'est pas vraiment un placement. On pourrait en parler pendant des heures. Il suffit de voir les chiffres. Hein. Globalement, en France, il y a à peu près 1900 milliards d'euros de gestion sous assurance vie. Et ça augmente chaque année de plusieurs centaines de milliards. Donc, c'est élevé. Et pourtant, la majorité de ces fonds, en général 70 à 80%, vont être sur un truc qui s'appelle le fonds euro. Le fonds euro, c'est des rendements très faibles. En moyenne, on est sur du 2-2,5% par an. On était à 2,3 en 2024. Donc c'est en dessous de l'inflation. Donc ça veut dire que de base, quand on met de l'argent sur une assurance vie, sur un fonds euro, alors qu'on peut utiliser des ETF en assurance vie, eh bien, quand on met sur du fonds euro, ça veut dire qu'on va systématiquement perdre en pouvoir d'achat, moins que sur un compte courant, mais on perd en pouvoir d'achat. Et c'est source de beaucoup de frustration, ça, hein, parce que les Français qui vont en assurance vie se disent bah, je vais faire une bonne affaire, je vais fructifier mon épargne. Et finalement, quand je vois ce que ça représente, finalement, c'est une vraie désillusion. On récupère avec des gains, on récupère son argent avec des gains qui sont vraiment marginaux. Bref, ça vaut pas le coup. Le fonds euro, c'est un support d'épargne. Ça vous permet de stocker votre argent de façon à ce qu'il ne puisse jamais baisser. Par contre, vous perdez systématiquement en valeur par rapport à l'inflation. Ça, c'est pas un support d'investissement. Un support d'investissement, c'est qu'on va prendre un peu plus de risques, mais on va aller chercher quelque chose de plus élevé en termes de rendement que l'inflation, parce que le but de l'investissement, c'est de gagner de l'argent, c'est pas de perdre en pouvoir d'achat. Ok. Donc les ETF dans les assurances vie, mais on peut aussi le faire en PEA, on peut aussi le faire en compte titre, on peut le faire en PER, c'est une très bonne alternative au fonds euro pour fructifier votre argent de façon passive. Là, je vous ai fait par exemple une simulation. Un fonds euro, 10 000 euros placé en fonds euro d'assurance vie en 2015, eh bien, en 2024, soit 9 ans plus tard, ça s'est transformé en 12 016 euros. Donc on a gagné 2016 euros. Donc on a fait 20% en 9 ans. Là, quand on fait une stratégie d'animation d'ETF, par exemple un portefeuille ETF Momentum, ces 10 000 euros se seraient transformés en 39 826, donc on va dire à peu près 40 000 euros. Donc plutôt que de faire plus 20%, on a fait x3, x4, pardon. Voilà. Là, on gagne de l'argent. Là, on est au-dessus de l'inflation. Donc ça, les ETF, ça permet ça. Bon, les ETF, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un acronyme ETF pour Exchange Traded Fund. Donc c'est un fonds d'investissement coté, passif. Ça veut dire quoi un fonds passif? Ça veut dire que d'habitude, quand on a un fonds coté, eh bien le fonds d'investissement va prendre des parties pris, il va faire de la gestion, etc. C'est ça, c'est l'opposé d'un ETF. Le but d'un ETF, c'est de suivre un indice, c'est de suivre un marché. On va répliquer la performance d'un indice. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de parti pris de la part du fonds d'investissement, et c'est tant mieux, parce que c'est un rapport Morningstar de 2023 qui dit que plus de 9 fois sur 10, la gestion active a des performances inférieures à la gestion passive. Donc un ETF permet cette gestion passive en répliquant un indice. Donc par exemple, un ETF SP500, l'indice, c'est les 500 plus grosses boîtes américaines. Le problème, c'est qu'en tant que particulier, je l'ai écrit ici, vous n'avez pas le droit d'investir dans le SP500. Ça vous est interdit. C'est le rôle des professionnels. Donc, si jamais vous vouliez
investir dans le SP500, et donc dans cet ensemble des 500 plus grosses boîtes américaines, vous avez deux solutions. La première, c'est d'acheter 500 actions, une action de chaque boîte. Ok, enfin, une ou plusieurs. Donc ça veut dire passer 500 ordres, ça veut dire avoir 500 fois des frais, ça veut dire gérer 500 lignes, c'est très compliqué et c'est très cher. La solution, la deuxième, c'est de prendre un ETF qui va répliquer le SP500. Ok, il y a différents modes de réplication, mais globalement, c'est très très proche. On est de l'ordre de plus de 98% proche en général. Donc ça marche très bien. Et ça vous permet de le faire en gérant une seule ligne, donc de payer une fois des frais au lieu de 500. Donc non seulement c'est plus simple à gérer parce qu'il n'y a qu'une ligne, et en plus vous avez payé qu'une seule fois des frais. Donc ça c'est intéressant. Il faut vraiment voir l'ETF comme un panier dans lequel on va mettre plein d'actifs différents. Donc par exemple dans le SP500, il y aura des actions des 500 plus grosses boîtes des États-Unis. Donc ça veut dire qu'on est profondément diversifié parce que dedans il y a des boîtes de technologie, il y a des boîtes de luxe, il y a des boîtes de logistique, des boîtes des banques, des banques, des assurances, des boîtes d'énergie, il y a plein de choses. Voilà. Donc par nature, un ETF sera diversifié. Et c'est intéressant, parce que ça limite notre risque, évidemment. Donc même si vous avez qu'une ligne, un seul ETF dans votre portefeuille, par nature, vous êtes diversifié. Donc les frais sont extrêmement faibles. Hein. Je vais vous donner un exemple. Les fonds actifs dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle des OPCVM. Sachez que globalement, ces fonds-là prennent entre 2 et 5% de frais par an. Ok, c'est pour ça que vos banques les adorent, hein, parce que du coup, ils prennent des belles commissions. Les ETF, on est entre 0,05% et 0,8%. Donc vous divisez vos frais par 5, 10 et parfois même par 100. Ok? Donc la différence est énorme et bien sûr, ça a des grosses conséquences sur votre rendement, puisque du coup, ça met votre rendement vraiment à la hausse. De plus, vous avez plusieurs catégories d'ETF. Hein, qui vous permet d'être diversifié, j'en parle ici, c'est que vous avez ce qu'on appelle, c'est ceux qu'on connaît le plus, les ETF, dit les ETF d'action, des parts d'entreprise. Le SP500, c'est un ETF d'action. Dedans, ce sont des actions d'entreprise. Okay, mais on peut aussi faire des ETF d'obligations. Hein. On a des ETF d'obligations qui permettent d'être finalement le créancier d'un État ou d'une entreprise. Par exemple, on peut avoir des obligations européennes où on est créancier de tous les pays d'Europe, de la zone euro. Alors vous allez me dire, oh mon Dieu, la France est surendettée, il y a des problèmes. Non, non, les problèmes c'est pour les citoyens, parce qu'aujourd'hui la France paye ses dettes, donc pour les créanciers ils sont très contents, tout va bien. Donc on peut devenir créancier de pays ou d'États, ou d'entreprises, sachez que c'est possible. On peut avoir des ETF sur les métaux précieux, donc l'or, le platine, l'argent, le nickel, le cuivre. On peut également avoir des ETF de crypto-monnaies, c'est ce qu'on appelle tout ça des ETF d'indices. Hein. Pour information, il existe à peu près 3000 ETF en Europe. Donc c'est important ce guide est important parce que ça vous permet de faire le tri, hein, tout simplement. Vous êtes capable de dire, bah tiens, il y a quand même 3000 ETF qui existent, comment est-ce que je vois ceux qui me correspondent, ceux qui ne me correspondent pas. Voilà. Donc ça, c'est des ETF d'indices. Pour information, il existe aussi ce qu'on appelle des ETF sectoriels, qui permettent de vous concentrer sur un pan de l'économie. Par exemple, des ETF, des ETF actions énergie, où dedans, vous aurez que des entreprises productrices d'énergie. Alors, ces ETF sectoriels sont beaucoup plus techniques, sont beaucoup plus risqués pour des rendements parfois un petit peu discutables. Donc, je vais les mettre de côté, j'en parlerai pas dans ce guide-là, parce que pour moi, c'est pas le but, en fait. Donc, ce qu'il vous faut retenir de ce premier paragraphe, c'est important, c'est que l'ETF, c'est un moyen simple et pas cher, qui vous permet d'investir simplement en étant très diversifié, parce que dans une ligne, vous avez énormément d'actifs, avec des frais faibles, ce qui est tant mieux pour votre rendement. Ok ? Voilà. Si jamais vous avez des questions, vous les posez en commentaire et j'y répondrai, hein, avec plaisir. Bon. Comment est-ce qu'on fait pour comprendre un ETF? Parce qu'un ETF, c'est un nom un petit peu barbare, alors qu'en réalité, ça se lit très bien. Là, par exemple, si j'ai pris un ETF SP500, eh ben, il s'appelle Amundi S&P 500 2 UCITS ETF Euro Hack. Vous allez dire, mais Guillaume, c'est quoi ce chinois? Eh bien, en fait, c'est plutôt simple. En jaune, ici, on a l'émetteur. Ici, par exemple, c'est Amundi. C'est c'est le fonds qui va gérer l'ETF pour vous, même si c'est passif. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a peu de frais. Hein. Voilà, donc il y a Amundi, il y a iShares, il y a BlackRock, il y a Invesco. Bref, ce sont les intermédiaires, parce qu'il y a forcément un intermédiaire pour gérer un ETF. Et c'est tout à fait normal. C'est l'intermédiaire qui va gérer l'ETF pour vous. Donc ce qui est hyper intéressant, c'est que des émetteurs, il y en a plein. Hein, là, j'en ai mis 3-4, j'aurais pu parler de BNP, il y en a d'autres. Donc ça veut dire que les mecs, ils ont des ETF qui répliquent exactement la même chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tous ces fonds d'investissement sont concurrents entre eux,
et qui fournissent exactement le même produit. Donc ça veut dire que du coup ils se battent sur les frais bas. Et c'est pour ça que les frais restent bas. Ça c'est intéressant. Donc ça c'est l'émetteur. Voilà. Ensuite, vous avez l'indice répliqué. Donc là, par exemple, c'est le S&P 500, les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc par exemple, si jamais c'était je sais pas, un ETF qui réplique l'or, bah ici, en général, c'est écrit Gold pour l'or. Voilà, je vous donne un exemple après. Voilà. Ensuite, c'est des normes. Bon, les normes, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais sachez que les ETF sont des produits extrêmement normés, très régulés, très surveillés par des institutions. Bon, voilà, il y a des normes. Hein. En l'occurrence, ici, c'est l'UCITS. On confirme que c'est un ETF, hein, dans le type de produit. Un ETF ici qui a été fait en euros. On peut avoir des ETF en livres sterling, en dollars, en yens, en plein de choses. Et ici, c'est la politique de dividende pour les ETF d'action. Là, ça veut ACC, c'est ce que je vous ai écrit ici. Hein, ça veut dire que l'ETF est accumulant. On aurait aussi pu avoir un C pour capitalisant. Ça veut dire que dans les ETF d'action, eh bien, les dividendes que versent les actions chaque année sont automatiquement réinvestis dans l'ETF pour augmenter vos gains. Ok ? Il aurait été possible d'avoir D ou 10 pour distribuant, ce qui veut dire dans ces cas-là que les dividendes vous sont reversés sous forme de rente. Voilà. Ok ? Donc c'est comme ça qu'on lit un ETF. Donc là c'est très simple. Voilà, l'ETF vient d'Amundi. L'indice qu'on appelle le sous-jacent, c'est le S&P 500. C'est bien normé, c'est bien un ETF. On est en euros et les dividendes sont réinvestis. Voilà, tout simplement. Facile, non ? Alors, il y a d'autres critères hein, pour comprendre des ETF. On pourrait parler d'effets de levier, de hedging, mais honnêtement, pour l'instant, si jamais vous êtes au début de votre parcours d'ETF, ne perdez pas votre temps avec ça, vous allez procrastiner, vous n'en avez pas besoin. Alors, ensuite, comment est-ce qu'on trouve un ETF et comment est-ce qu'on est sûr de ne pas se planter ? Eh bien, un ETF, c'est comme vous. Il a un numéro de sécurité sociale qu'on appelle le code ISIN. Aujourd'hui, vous avez un numéro de sécu qui va commencer par 1 ou par 2 selon si vous êtes un homme ou une femme. Moi, par exemple, je suis un homme, je suis né en janvier 87, bah, mon code de sécu va commencer par 18701. Voilà. Et bien, vous, votre code de sécu va commencer par votre sexe, 1 ou 2 selon si vous êtes un homme ou une femme, votre année de naissance, votre mois, etc. Et donc, ce code, il est unique. Il est que pour vous. Eh bien, pour l'ETF, c'est pareil. Le code ISIN, c'est que là, par exemple, pour cet ETF Amundi, je l'ai écrit ici, donc c'est le LU 1135 86 50 84. Ce code ISIN, il est unique. Donc, quand vous identifiez un ETF, vous pouvez vérifier ou rechercher d'ailleurs par le code ISIN. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous planter. C'est une sécurité. Il y a 0 doute possible. Voilà. Alors, pour information, si vous cherchez à naviguer dans les ETF, je vous donne un site qui est très bien fait, qui s'appelle justetf.com. Donc ici, justetf.com. Il est vraiment très très bien. On comprend les bases, on comprend ce qu'il y a dans l'ETF. Bref, ça permet d'avoir beaucoup de clarté autour de tout ça. Donc moi, personnellement, je m'en sers toutes les semaines. Donc n'hésitez pas, c'est complètement gratuit. Voilà. Ok ? Donc, globalement, retenez ceci. Hein. Un ETF, ça se lit en un coup d'œil quand on sait le faire. Maintenant, vous savez le faire, félicitations. Et vous ne pouvez pas vous tromper, vous ne pouvez pas les mélanger grâce au code ISIN. Donc, vous voyez, par exemple, ici, le code ISIN que je vous ai donné, il marche que pour l'ETF d'Amundi. Du SP500, selon telle norme, avec des dividendes accumulatifs, etc. Si on avait un ETF qui aussi répliquait le SP500 chez BlackRock, le code ISIN serait différent. Ok ? Super. Bon, il existe 4 critères. 4, voilà. Pour choisir un ETF. Parce qu'il y en a 3000 disponibles en Europe, je vous l'ai dit. Donc, je vous conseille 4 critères essentiels. Le premier, c'est quel actif on veut suivre. On peut choisir une zone géographique, par exemple le S&P 500, c'est les États-Unis. On pourrait très bien dire MSCI World, c'est les 23 pays les plus développés au monde. Donc il y a des États-Unis, il y a de l'Europe, il y a des pays d'Europe, il y a des pays asiatiques, bref, c'est large. Okay. Donc on peut choisir sa zone géographique, première chose. Et ensuite, le type d'actif. Je l'ai mentionné ici. Le type d'actif, c'est ce qu'on appelle le sous-jacent. Est-ce que je veux investir sur des entreprises, sur des obligations, sur de l'or, sur autre chose ? Voilà. Alors j'insiste bien, méfiez-vous des ETF sectoriels qui sont plus complexes et pour moi ne s'adressent pas aux débutants, ou en tout cas pas à ceux qui ont déjà bien éprouvé les ETF. Ensuite, quelle est la taille du fonds ? Parce qu'il y a des ETF où il y a plus ou moins d'argent dedans, il y a plus ou moins d'investisseurs. Donc il s'agit de regarder tout simplement sur l'ETF en question quels sont les fonds investis. Plus un ETF a une taille imposante, avec des fonds en centaines de millions, voire en milliards,
plus vous réduisez ce qu'on appelle le risque de liquidité. En effet, si un ETF a peu de fonds, et ça arrive, eh bien, quand vous voudrez en acheter ou en vendre, bah, c'est pas sûr qu'il y en ait disponible ou c'est pas sûr que vous ayez un acheteur pour vendre le vôtre. Donc ça veut dire ce qu'on appelle le risque de liquidité. Ce sera plus compliqué de revendre vos ETF. Voilà. Donc vraiment, méfiez-vous et surveillez la taille du fonds. Une taille du fonds à partir de 500 millions à 1 milliard, ça commence à être très bien. Voilà. Les frais de gestion, on a vu qu'ils allaient de 0,05% à 0,8%, de façon à limiter les frais, parce qu'on est en plus sur des investissements long terme. Généralement, on va chercher des ETF qui sont en dessous des 0,30%. Il y en a des très bien. Voilà. Et ensuite, quelle est la méthode de distribution des dividendes? Vous vous souvenez, accumulatif ou distribuant, accumulant ou distribuant, pardon. Donc, si vous voulez vous créer une rente, prenez un ETF distribuant. Si jamais vous préférez réinvestir pour l'instant, prenez un ETF capitalisant, un ETF accumulatif. D'accord? Il y a d'autres critères, hein, comme la méthode de réplication, ce qu'on appelle la réplication synthétique ou autre. On peut avoir des choses qui sont plus techniques sur la couverture des devises. Franchement, déjà, ces quatre-là, ça vous permettra de vous faire une excellente idée. Ça suffit. Je vous donne maintenant le top 10 des ETF que nous avons sélectionnés. Vous allez voir qu'il y a pas mal de classes actives différentes. Vous voyez ici, hein, action, 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 obligation, obligation, action, action, matière première, action. Vous notez que je n'ai pas écrit les crypto-monnaies. Le Bitcoin, par exemple, on va en parler un petit peu après. Je vous ai mis les codes d'ISIN à côté, comme ça c'est facile pour vous, et le nom de l'ETF en question. Alors, il y aura des chiffres, il y aura des graphiques. Aujourd'hui, je tourne ce contenu début 2025. Les chiffres que j'ai pris commencent début 2019 et ça termine à fin 2024. Donc il y aura forcément des petites nuances en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Mais pour moi, ces ETF là sont valables déjà sur quand même pas mal d'années. Ok? Alors vous allez voir qu'ils ont des rendements différents parce qu'ils ont des objectifs différents. Et on va rentrer dans le détail. On ne choisit pas un ETF exclusivement sur son rendement. Alors, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, là maintenant je vous les passe rapidement pour vous expliquer l'objectif de chacun d'entre eux. Ok? Amundi S&P 500, donc celui du SP500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc là, le but, c'est vraiment d'aller chercher les fortes performances du marché américain, qui est le plus dynamique du monde. Et honnêtement, avec l'arrivée de Trump, il est fort probable que ça continue comme ça. On ne cautionne ou pas le bonhomme, moi personnellement, je ne le cautionne pas. Mais c'est pas le sujet ici. On a un ETF qui est en très belle croissance, qui a priori va continuer à croître. En tout cas, ça a l'air parti pour. Avec très peu de frais. Il a quand même eu une croissance de 107% en 5 ans. Ça blague pas là. Sachant qu'il a eu très peu de frais, on parle de 0,05% par an, les dividendes sont réinvestis et il y a plus de 13 milliards sous actifs. Donc voilà, là on voit la courbe, elle est très belle. Globalement, ça monte très fort. Il y a des périodes de creux. Là, on a un petit creux qui a duré quelques mois début 2020, c'est le Covid tout simplement. 2022, avec la guerre en Ukraine, l'inflation et la crise de l'énergétique, c'était un petit peu stagnant. On a vu qu'il y a eu des pics, mais globalement, c'est resté stable. Mais bon, entre 2020 et 2022, grosse croissance. Sur 2023-2024, grosse croissance. Et là, 2025, en tout cas, c'est parti pour. Donc là, c'est vraiment, on est classe d'action et on veut avancer sur le marché américain. Il a un cousin, cet ETF, qui est le Amundi Nasdaq 100. Le Nasdaq 100, c'est aussi des actions américaines, sauf que là, on va se concentrer sur les 100 plus grosses entreprises américaines non financières. Et pour la plupart d'entre elles, ce sont des entreprises technologiques. Il est clairement dans la même tendance que l'autre, même plus rentable. Ok, donc vous avez le code ISIN qui est là. Par contre, il est plus volatile. Vous voyez, 2022, dans l'autre, il avait été stable. Là, 2022 a été en baisse. Okay, il est plus volatile, il est plus incertain, mais on va chercher des performances plus grandes. Celui que je vous ai donné a quand même 4 milliards de gestion. Pareil, il est capitalisant. Les frais sont un peu plus élevés, mais quand on voit l'écart de performance, c'est pas le sujet. Donc là, on est vraiment sur des ETF qui sont très dynamiques, on va aller chercher de la hausse. Ok? Ici, je vous donne le iShare MSCI World, tout simplement. Le but de celui-là, c'est que donc il est fourni par iShare et il va répliquer ce qu'on appelle le MSCI All Country World. All Country World, voilà. Donc index pour indice, I pour indice, index. En gros, ça va suivre plus de 2300 entreprises réparties dans 23 pays. 23 pays développés et 24 marchés émergents. Donc,
Là, on a des entreprises qui sont réparties sur plus de 20 pays. Il est en moyenne moins rentable, mais on est beaucoup plus diversifié, on est beaucoup plus... le risque est plus faible, parce qu'on est dedans des entreprises en dollars, des entreprises en euros, des entreprises en yens, des entreprises indiennes, bref, il y a plein de choses dedans. Okay, donc on est beaucoup plus diversifié, c'est en moyenne moins rentable, mais c'est aussi moins risqué. Donc ça, c'est vraiment le choix qui est personnel. Pareil, toujours capitalisant, toujours une belle taille de fonds, les frais tout à fait abordables. Bref, on voit que ça marche bien. Alors, ce coup-ci, contrairement à celui du dessus, on va être aussi sur ce qu'on appelle un MSCI Emerging Markets. Donc ça veut dire qu'on va être sur énormément de pays, mais hors États-Unis. Ok? Donc ça nous permet d'avoir un indice qui va nous dérisquer des États-Unis. Par exemple, il y a des gens qui font beaucoup de Nasdaq, qui est très dynamique, mais on est très exposé au risque américain. Donc ils vont se dire, bah, finalement, je vais mettre quand même un petit peu sur un ETF hors États-Unis pour me dérisquer, sachant qu'il a quand même une petite rentabilité. Ok? Donc là, clairement, les rentabilités des dernières années sont pas terribles. Ok, on est sur du 15% en 5 ans, donc c'est pas dingue. Pourquoi? Parce que 2022 a été une année, 2021 et 2022 ont été une année très compliquée pour les pays émergents. Ça peut arriver, hein, c'est les travers de l'investissement. Moi, cet ETF, je le vois surtout comme un moyen de se diversifier des États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis, ça représente à peu près 45-50%, ça dépend des moments, de la valorisation des bourses du monde. Donc ici, on est en gros sur l'autre moitié, pour faire simple. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment pour moi se diversifier. Alors, Amundi Euro Government Bonds, donc Amundi Zone Euro Obligations, donc les dettes des pays européens sur 7 à 10 ans, les dettes moyen terme. Que vous dire? Vous allez me dire, Guillaume, t'es complètement maboule, tu nous parles d'un investissement d'ETF qui ont des rendements négatifs. En fait, pour moi, les obligations, j'y vais très peu, sauf en temps de crise. Quand les actions vont pas bien, généralement, les obligations se portent mieux. Ok? Donc forcément, les rendements n'ont pas été bons ces dernières années parce qu'on n'a pas vécu de grosses crises financières sur les dernières années. Mais celui-là, moi personnellement, j'y suis rarement, mais de temps en temps, j'y vais pour me protéger quand le marché boursier des actions va pas bien. Donc c'est écrit ici, hein. Cet ETF est principalement utilisé pour se protéger en temps de crise. Les obligations long terme sont vues comme des valeurs refuges. Les performances de ces 5 dernières années sont négatives, ce qui est tout à fait normal parce qu'on n'a pas vécu de crise financière majeure. Donc pour moi, celui-là, c'est un ETF à surveiller plutôt qu'un ETF à avoir en permanence. Donc là, c'est vraiment la dette des pays de la zone euro. Hein, ok. Et il y a la même pour les États-Unis, tout simplement. Donc la logique est la même, sauf que là, on a des obligations européennes, là, on aura des obligations américaines. On est sur du moins 3%, donc pareil, pour moi, c'est un ETF à surveiller. Je passe pas plus de temps dessus. Amundi Stocks Europe 600. En gros, ça vous permet d'investir dans les 600 plus grosses entreprises de la zone euro. C'est très intéressant quand on veut investir dans la zone euro sans se contenter du CAC 40 français qui, on va quand même pas se mentir, a plutôt du plomb dans l'aile, à part ces dernières semaines, là, au moment où je fais cette vidéo, mais bon, globalement, sur les dernières années, c'est pas Broadway, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, ici on a quand même une performance honorable, hein, on est sur du quasiment 10% par an, un peu moins, on est sur du 8-9% par an. Donc c'est quand même pas mal. Hein, voilà. Il est pas cher, il est capitalisant, il y a beaucoup de fonds. Donc on voit que la zone euro a quand même pas mal morflé au début avec le Covid. 2022 compliqué, bah, en même temps c'était proche de la zone euro qu'il y avait la guerre en Ukraine. Voilà. Mais bon, globalement c'est un très bon ETF à garder en tête. Pour ceux qui veulent aller sur des pays émergents, on peut parler de l'Inde. Et pour ça, il y a le iShare MSCI India, coté en dollars. Alors, là, ça permet une diversification géographique sur un pays émergent avec un très bon rythme de croissance long terme, qui est l'Inde. Ok. Alors attention aux frais. Celui-là, quand même, ses frais sont un peu plus élevés. Vous voyez que j'ai fait une entorse aux frais où je vous avais dit maximum 0,3%. Là, on est sur du 0,65, donc c'est plus élevé. Mais pour ceux qui veulent travailler quand même un marché indien qui promet d'exploser, parce que bah, la démographie de l'Inde est escalée, hein, on va pas se mentir. C'est un très bon ETF. Personnellement, je n'y suis pas parce que je connais pas suffisamment le marché indien. Mon associé y est. Voilà. Donc ça, chacun y juge. On a quand même un plus 68% en 5 ans. Hein. Je pense qu'on va pas se plaindre.
Le neuvième, rapidement, c'est un ETF de matières premières, puisqu'on est sur un ETF d'or. Et donc c'est commercialisé par Invesco et c'est du physical gold. Ok. Donc ici, ça vous permet d'investir sur l'or physique, c'est pas de l'or numérique. C'est que là, on a vraiment des lingots qui sont stockés dans des coffres forts. C'est une excellente valeur refuge qui a eu des performances incroyables l'année dernière depuis 2024. Parce que là, on va voir, waouh, l'or, il a fait plus 80% plus 83% en 5 ans. Bon, les frais sont faibles et tout. Plus 83%, c'est très bien. Mais quand on regarde les graphiques, vous voyez finalement entre 2020 et 2023-24, bon, la croissance, elle était un peu mollassonne, quoi. Et c'est quand il y a eu beaucoup d'inquiétudes en 2024, à tort d'ailleurs, mais il y a eu de l'inquiétude, que l'or a explosé. Donc l'année 2024 a été absolument incroyable sur l'or. Personnellement, j'ai un peu gagné d'argent grâce à ça, je suis très content. Mais toujours est-il que là, pour moi, c'est une très bonne valeur refuge. Donc l'or, bon, on est solide, quoi. Vous notez, hein, il y a quand même 19 milliards. C'est l'ETF qu'on a vu jusqu'à présent sur lequel il y a le plus grand nombre de fonds. Et c'est très intéressant parce que c'est de l'or physique. Hein. On parle vraiment de lingots sécurisés dans des coffres forts. Et je vous donne un dernier ETF d'action, le MSCI Japan, donc pour le Japon. Ok, donc là on va répliquer la performance des 191 plus grosses entreprises japonaises. Donc c'est intéressant pour se diversifier avec de l'Asie, sans aller sur un pays émergent comme l'Inde, mais plutôt sur un pays développé comme le Japon. La performance est relativement faible. On est sur quand même 34%, vous allez dire, c'est pas incroyable. Moi j'en ai un petit peu du MSCI Japan. Pourquoi? Parce que je pense que le yen est sous-évalué. Et donc le jour où le yen sera évalué correctement, pour moi, ça va exploser à la hausse. C'est un avis qui est très personnel, c'est un avis qui est très subjectif. Voilà. Mais pour ceux qui veulent faire de l'Asie sur un pays développé et non pas un pays émergent, sur un pays émergent, l'Inde ça fonctionne bien, sur un pays développé, le Japon, voilà, ça chacun y juge. Donc ça c'était pour moi 10 ETF à surveiller de très près sur les 5 prochaines années. Et vous notez que je ne vous ai pas parlé des ETF Bitcoin. Eh bien c'est volontaire. Alors, il faut savoir que les ETF Bitcoin sont énormes. Ils ont été lancés pour la première fois début 2024 par BlackRock. Et là, on a vu juste au-dessus que l'ETF le plus gros en termes de taille de fonds, c'était l'or avec un peu plus de 19 milliards. Pour information, sur l'ETF Bitcoin, il y a plus de 20 milliards de fonds en un an. Voilà, c'est colossal. Malheureusement, j'en parle pas plus pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore disponibles en Europe. Donc, je vous tiendrai au courant quand ce sera le cas. Donc pour ça, abonnez-vous sur notre Instagram, Dr underscore, donc tiré du bas patrimoine, ou sur cette chaîne YouTube, parce que le jour où c'est le cas, vous serez au courant, parce que je ferai de la grosse communication dessus. Mais toujours est-il que pour l'instant, ça ne sert à rien de s'envoyer en l'air, si j'ose dire, et de se faire des fantasmes sur les ETF Bitcoin ou autres crypto-monnaies, parce que malheureusement, ils ne sont pas encore disponibles en Europe. Voilà. Donc, on a fait un tour d'horizon sur des ETF intéressants, je vous ai donné un petit peu plus de sens autour de tout ça, on a parlé du yen, on a parlé de choses un peu comme ça. Maintenant, quelles sont les prochaines étapes pour vous? Sachez que ce guide, alors si jamais vous ne l'avez pas téléchargé, il est gratuit dans la description. Hein. Ok. Vous pouvez le télécharger si jamais vous ne l'avez pas ou vous l'avez perdu. Pour ça, il faudra votre email, donc vous recevez le guide et vous pouvez vous désabonner après à nos newsletters, il n'y a pas de problème. Globalement, ce guide-là, il y a tous les fondamentaux pour choisir les bons ETF pour vous. À vous de faire vos propres choix, les ETF sont disponibles, ils vous attendent. Vous avez vraiment toutes les cartes en main pour avancer. Je vais conclure par une petite citation que j'aime bien de Christopher Parker, qui dit que la procrastination, c'est comme une carte de crédit. C'est amusant jusqu'à ce que vous receviez la facture et ça finit mal. Aujourd'hui, personne ne sait de quoi est fait l'avenir. Par contre, ce qui est sûr, c'est que mettre en place ce genre d'investissement, alors ça peut être les ETF, ça peut être autre chose, c'est quand même un bon moyen de se sécuriser pour les finances demain. Et honnêtement, je pense que ce ne sera pas un luxe. Donc, même à petit budget, commencez. Faites-vous un avis, essayez. Commencez avec 50 balles si vous voulez. Et comme ça, le jour où vous avez pris confiance et que vous voulez aller plus vite avec plus d'argent, vous serez mentalement prêt à le faire. Ça a de la valeur. Les petits pas ont de la valeur. Comme on dit tout le temps, le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le second meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et le pire moment, c'est d'attendre encore jusqu'à demain. C'est bien sûr une image. Voilà. Donc j'espère que en tout cas ce guide vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou sur Instagram ou même en réponse à nos mails. J'y répondrai avec plaisir.
Si jamais vous voulez aller plus loin sur la mise en place d'un portefeuille d'ETF spécifique, ou que vous ne savez pas encore sur quel pied danser et quel ETF choisir, on peut s'en parler. Contactez-moi sur Instagram ou encore une fois par mail ou en commentaire de cette vidéo. On peut même s'appeler si vous voulez, il n'y a pas de problème. Et on verra comment est-ce qu'on peut faire ça ensemble. Voilà, donc pour information, en bas du guide, je vous ai également mis quelques avis de nos clients qui pour le coup sont extrêmement contents sur le sujet des ETF. Mais ce n'est pas le cœur de notre échange aujourd'hui. Voilà, voilà, bah écoutez, on a fait le tour. Abonnez-vous à la chaîne YouTube hein, pour être tenu au courant des prochains guides et également des sorties des ETF Bitcoin, etc. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt. Ciao!